Non, mais c'est incroyable. Mais c'est vrai, hein, cette histoire est vraie. Moi, j'étais fan absolu de Jean-Luc Delarue. Immense animateur. Ah ouais, franchement, vraiment. Et, oui. Oui, il m'a reçu 2-3 fois dans ses émissions. C'était quoi le thème de débat? Je glande et je suis heureux. C'était quoi les thèmes? Non, vraiment. Et d'abord, il reçoit super bien, il était adorable. Bien sûr. Moi, je ne me rends pas compte quand les gens prennent des choses ou pas. Il a été parfait. L'interview s'est divinement passée sur le plateau. Il a été gentil avec tout le monde, il a été adorable. Pour ça, moi, j'étais très surpris par toutes ces révélations. Parce que quand on l'a fréquenté comme moi, quand même le restaurant qu'il avait ouvert à l'époque, c'était en bas de chez moi, le Nobu, à une époque, tu sais, avec Robert De Niro. Et il était adorable. Bob De Niro. Oui, Robert De Niro ou Robert De Niro? De Niro. Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'ai Vous avez dit Robert De Niro. Ah, Robert De Niro, oui, parce que c'est italien. Ouais. Mais donc, si vous voulez, il était toujours impeccable. Moi, je me suis rendu compte de rien. Ouais. Et pour moi, ça a été une grande surprise d'apprendre tout ça. Non, mais tout le monde le savait. Tout Paris. Moi, je ne l'ai pas connu du tout, Jean-Luc Delarue. J'ai juste une petite anecdote avec lui. Puis moi, il m'a reçu un jour dans son émission, dans Ça se discute. C'était fort. Voilà, il m'avait reçu parce que j'avais la phobie des figues. La phobie de quoi? Des figues. Une thématique? Oui, chill. Moi, j'avais une question à poser à Christophe, qui était très bien montré dans le reportage. C'est que des gens ont essayé... Il était très bien monté dans le reportage? Non, ce qui était très bien montré dans le reportage, c'était que beaucoup de gens ont essayé, mais n'ont pas pu l'empêcher de prendre de la drogue. Est-ce que vous avez essayé d'arrêter ces dérives? Est-ce qu'on pouvait lui dire, écoute, arrête, tu vas te détruire, gâcher ton talent? Non, personne ne pouvait lui... On pouvait pas. Non, c'était impossible. Alors que Jean-Luc, il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, et pourtant il avait une garde rapprochée, mais il n'y avait personne pour pouvoir lui dire. Alors, c'était des sous-entendus, mais personne n'osait. En fait, Jean-Luc, il était quand même... C'était quelqu'un qui avait énormément de prestance, et c'est vrai que les gens avaient quand même difficilement... on l'approchait difficilement, les gens avaient peur de lui. Très peu de personnes, finalement, lui ont tenu tête pendant toutes ces années. Mais non, c'était impossible de faire quoi que ce soit. C'est vrai. C'est vrai Castagne. mais moi, j'ai failli me battre avec Jean-Luc. Ah bah, tu vois. Parce que moi, je l'ai connu à l'époque où il produisait Flavie Flamand dans Star à domicile. Ah ouais, ton ex. Mon ex. Et en fait, quand je l'ai vu la première fois faire cette émission, je trouvais que c'était vraiment un producteur incroyable. Et donc, moi, j'avais dit à M6 à l'époque que je voudrais vraiment travailler avec ce gars. Et puis, finalement, j'ai revu après et je le trouvais quand même effectivement assez bizarre et je trouvais ça très compliqué de travailler avec lui parce que la deuxième émission, il était vraiment totalement dans un état second avec des lunettes noires, etc. Enfin, comme ça, c'était assez triste. Et j'ai dit à la chaîne, finalement, je ne veux plus travailler avec Jean-Luc. Et j'étais convoqué à l'époque au Corova, qui était son restaurant où on bouffait du poulet au coca, d'ailleurs. Poulet au coca. Et donc, je me suis arrivé à l'heure, je me suis assis à une table. Et il est arrivé derrière moi, il m'a dit, ça c'est ma place, tu bouges. Ah, j'ai dit, ça commence bien le rendez-vous. Donc, j'ai bougé. Voilà, ça me rappelle quelqu'un. Et donc, je l'ai senti, il était un peu en mode vénère. Il m'a dit, alors, quel est le problème? Parce que nous, on est une meute. Hein, on est des loups et les brebis, on va les bouffer. Et comme à l'époque, j'étais un peu tonique, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? J'ai dit si tu veux, on sort, tu vas garder tes gardes du corps, je vais garder les miens, puis on va se foutre sur la gueule. Et vraiment, c'était à deux doigts de sortir pour aller se foutre sur la gueule, ce qui n'est bon. Et finalement, on s'est pas tapé dessus. Et il avait des briquets réservoirs prod qui étaient très beaux. Et à la fin du repas, je lui ai dit bon ben voilà, sans rancune, bon bref, est-ce que je peux prendre ce petit briquet? Il m'a dit non, ce briquet-là, ça se mérite. Il était vraiment un connard. Il grattait un briquet. Je le comprends. Alors moi, je le comprends tout à fait. Oui. D'autant que Benjamin, excusez-moi, mais à la question la télé fait-elle péter les plombs, vous êtes un bon exemple. Vous êtes adorable, mais vous avez pété les plombs avec la télé. Tu te l'agresse pas comme ça. L'agresse pas comme ça. Toujours dans la. Non, mais je l'agresse pas du tout. Vous vouliez casser la gueule à Cyril, vous vouliez casser la gueule. Avant de vous coucher, évidemment, au téléphone dès qu'on. Ça, par contre, j'aurais vraiment dû le faire. Mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Il n'a jamais voulu me casser la gueule. Il a toujours été très courtois. Il a écrit un livre. Très courtois. C'est lui qui voulait me casser la gueule d'ailleurs. C'est pas pareil, bien parce que je l'avais vu un jour avec un blouson en cuir. Ouais. Ça, alors je demande pourquoi. J'ai vu un jour avec la blouson en cuir à la télé, il m'a pris en grippe. Je dis je vais l'attraper. Non, et pour répondre à ta question sans la caricaturer, je l'ai dit avant-hier. Benji, c'est le plus gentil. On ne peut pas faire ce métier d'animateur vedette et vraiment dans le top 10, personne ne peut le faire en étant normal. Et on est tous anormaux. Enfin anormaux. Cyril n'est pas normal, je ne suis pas normal, il n'est pas normal. Il est bien plus normal que
vous, Benjamin. Non. Alors moi, je trouve que Benjamin, je trouve qu'il a vraiment gardé les pieds sur terre. Non, mais il a kiffé avec. Voilà, un moment, il a gagné énormément d'argent. C'est un kiffeur. Benjamin, c'est pas un mec qui pète un câble. C'est juste un kiffeur. C'est un kiffeur. C'est un kiffeur. Moi, je l'ai dit chez Guillaume ce matin, puisque j'ai fait son petit morning, très sympa. Son gros morning. Son gros morning. Merci. Et en fait, je pense qu'on a tous, quand on est animateur, on a tous des faiblesses, des failles sur lesquelles on se construit. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un mec comme Drucker, à 80 ans, ne s'arrête pas? C'est que quelque part, il n'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il continue encore et encore? Il pourrait s'arrêter, kiffer. Et voilà, c'est incroyable. Mais quelque part, c'est une drogue aussi. Quelque part, c'est anormal. Le seul que je pense qui est vraiment normal, c'est Foucault. Bien sûr, Jean-Pierre. Il a trouvé une espèce de stabilité avec sa famille, etc. Et nous autres, on n'est tous pas très normaux. Moi, je suis normal, arrête. Non, mais alors vous êtes. Cyril, je vais vous expliquer qui vous êtes. Vous, c'est magnifique parce que votre construction, vous avez bouffé vraiment la tartine de caca. Non, on peut pas dire que vous êtes normal. Vous avez mangé pendant 15 ans la tartine de merde par petits bouts et vous avez réussi 15 ans après. Et ce qui est génial, c'est que vous êtes devenu le Cyrano du PAF, le Edmond Dantès, c'est-à-dire que vous êtes revenu en vous vengeant, mais sainement, soif de réussite. Et c'est ce qui vous a, je pense, équilibré. Moi, je me suis... Je mange équilibré, d'ailleurs. Oui, mais vous êtes très équilibré. Et je pense que cette façon d'être non pas revanchard, mais d'être dans la revanche... Non, mais écoutez bien ce que je dis, c'est subtil. Non pas d'être revanchard, mais dans la revanche, ça vous a effectivement équilibré et ça vous a construit. Moi, je voulais que mes parents soient fiers de moi. Alors moi, ça, j'en ai rien à foutre. Vous en battez les steaks, mais moi c'était important et comme je ne l'ai pas vraiment entendu, il a fallu que je démontre à ma famille, à ma mère, etc., que j'avais du pognon, ce qui est complètement stupide. Non mais il a raison, c'est que tout dépend ce que la télé vient combler. Exactement. Si la télé vient combler une faille qui de toute façon ne pourra jamais être réparée, vous allez péter les plombs. Donc moi j'ai pas pété les plombs parce que j'ai très équilibré. Vous êtes entouré, etc. Ça va peut-être aider, guérir et puis vous allez trouver une forme de stabilité. Tout dépend de ça en fait. Alors je vais vous dire, moi je l'ai eu une fois au téléphone. Jean-Luc Delarue, en 2012, avant qu'il disparaisse, et je l'ai rencontré aussi au Globe de Cristal. Et il m'avait dit, je vous jure que c'est vrai, moi je l'adorais. Et il m'avait dit, tu vas voir, il m'a dit, tu vas être un très très grand animateur de divertissement. Mais il avait dit. Il m'a dit, je pense que tu vas être un. Il m'a dit, je t'ai regardé, je te regarde et tout ça, parce que je faisais France 4 le soir, à l'époque, je crois, voilà, j'avais démarré en 2010 France 4, il regardait, et il me disait, tu vas voir, ça va être énorme. Mais moi je lui avais dit que je le kiffais. Christophe, toi, t'as des anecdotes de fou avec Jean-Luc Delarue? Ah ouais, j'en ai une en particulier. Un jour, Martine, son assistante, m'appelle et me dit, écoute, Christophe, son chauffeur est tombé malade, il faut que tu le remplaces. Je dis, bah écoute, pas de souci, moi j'étais content, je distribuais le courrier, donc je me dis, bah, c'est cool, je vais être chauffeur de Jean-Luc Delarue, donc j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Et puis, elle me dit, écoute, voilà, tu iras le récupérer demain matin à 9h. Parce qu'elle a un rendez-vous à 10h avec Jérôme Sédou chez Pathé, et le rendez-vous ne peut pas le rater. C'est le patron de Pathé, hein, Jérôme. De chez Pathé. Ouais. Et du coup, elle me donne l'adresse, tout ça et tout, elle me dit, c'est pas chez lui, il est chez Hubert Boukobza, en fait, dans un hôtel particulier qui est dans le 16e. Et donc, du coup, j'arrive avec la voiture là-bas, je sonne, ça me répond, personne ne me répond et tout, et puis au bout de 5 minutes, le portail s'ouvre. Là, je me retrouve dans une maison incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire, je me suis dit, mais comment c'est possible une maison aussi grande avec un jardin en plein cœur de Paris et tout. Et puis, je rentre dans cette maison. Et puis là, je vois qu'il y a quand même une grosse fête qui a été faite. Voilà. Et là, vous voyez Daniel Moreau. Avec un loup. Avec un string sur la tête. Presque. Donc là. Et en fait, j'ai un costume dans les mains. Et la maison est grande, donc je me dis où est-ce que je vais pouvoir trouver Jean-Luc. Et là, il y a une demoiselle qui sort d'une pièce. Je lui dis, excusez-moi, vous savez pas où je peux retrouver Monsieur Delarue? Elle me dit, chambre rouge. Chambre rouge? Chambre rouge. Ouais. Je me dis, bon. Donc je commence à monter à l'étage, et là, pour chance, je vois une porte rouge. Donc je commence à frapper et tout, personne ne me répond. J'appelle l'assistante, je dis à Martine, écoute, je suis derrière une porte, elle est rouge, j'ai le costume, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, rentre. Voilà. J'ouvre la porte et là effectivement je vois Jean-Luc qui dormait. Ah non. Je lui dis qu'est-ce que je fais? Elle me dit réveille-le. Et là je me dis attends, moi je viens d'arriver chez Réservoir Prod il y a 6 mois. Je suis avec un costume dans les mains, je dois réveiller Jean-Luc Delarue. Je lui dis mais t'es sûr? Oui oui. Donc je m'approche de lui, je commence un petit peu à le secouer gentiment et tout. Je m'aperçois que bon il dort bien quoi. Et je lui dis je fais quoi? Elle me dit secoue-le. Je commence à le secouer. Pourquoi vous n'avez pas fait comme moi? Comme quand je réveille Castaldi. J'aurais pu. Et du coup, il se réveille. Il me regarde. Donc là, il m'appelle par tous les prénoms, sauf par le mien. Je lui dis, écoute, Jean-Luc, je te pose ton costume
sur le lit, je t'attends en bas. Donc il arrive au bout de 10 minutes, il part en voiture, il monte dans la voiture, il me dit pas un mot et tout, on part. Donc je le dépose, je le dépose chez Pathé. Et là, je me plante. C'est-à-dire qu'au lieu de le déposer à l'entrée principale, je le dépose sur une porte un peu dérobée et tout. Il me dit, écoute, laisse-moi là, et on se voit tout à l'heure chez Réservoir Prod. Et là, je me dis, bon, bah, c'est fini pour moi. Forcément, je l'ai vu dans un état que j'aurais pas dû. Et là, je me dis, bah, tu sais quoi, t'es dans une belle voiture, kiffe. Et là, je prends tout mon temps pour rentrer à Réservoir Prod. Parce que... Là, j'ai fait pas. Je suis à la Deauville. Et du coup, j'arrive à Réservoir. Et il lui arrive 2-3 heures après et il me convoque dans son bureau. Et là, il me dit, écoute, Christophe, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire chez moi? Et je distribue le courrier. Et je lui dis, écoute, bah, moi, t'as des ambitions et tout? Je dis, bah ouais, je dis, j'aimerais bien travailler au public. C'est-à-dire, le public, c'est appeler les gens pour qu'ils viennent sur le plateau et tout. Et il me dit, bah écoute, tu commences demain matin. En fait, ça a été un enchaînement comme ça de choses. Et c'est pour ça que je voulais aussi le remercier parce bien que sûr. c'est un garçon qui donnait sa chance aux jeunes. Moi, je suis arrivé de nulle part. C'est un milieu que je connaissais pas. Et finalement, j'ai réussi avec voilà, Jean-Luc et puis ses équipes autour de graver les échelons. Et puis, C'est bon. Benjamin. Bah, il a quand même raté, je pense, le plus gros contrat de sa vie avec TF1, puisqu'il devait le signer au MIP. Pas si tu connais cette histoire. Alors, le MIP, c'est le grand salon de la télévision. Audiovisuel, oui. Et en fait, il y avait une fête la veille, encore une fête, et il est arrivé au petit déjeuner le matin, visiblement dans un état un peu, ce qui est normal, un peu fatigué, et il est parti avec le buffet de petit déjeuner. Donc ça s'est su qu'il n'était pas forcément en forme, et l'avion de Bouygues était en train était parti pour aller signer le contrat avec, à l'époque, le directeur financier, c'était Édouard Boncogibo, que tu as connu. Qui était et en fait, l'information est revenue aux oreilles de Lelay que, visiblement, l'animateur qu'il allait engager pour un énorme contrat avait une grosse tendance à prendre des produits stupéfiants. Et comme Lelay, c'était le président de TF1. Et comme Patrick Lelay, monsieur Lelay, avait vécu un drame personnel à cause de la drogue par rapport à ses enfants, pour lui, la drogue, c'était rédhibitoire. Il a fait faire demi-tour à l'avion et le contrat s'est jamais signé. Tout ça parce que la veille, il avait fait la fête, mais je pense qu'il n'avait pas de limite, il s'en foutait. Il disait toujours bigger than life, donc plus gros que la vie. Il fallait que ça aille toujours plus loin, toujours plus fort. Bigger than life. Bigger than life. C'est un peu comme moi. Bigger than life. Bigger than life. C'était comme vous, bigger than life. Ah ouais? Bigger, Daniel Cabache, qui a signé un des plus gros contrats de la télé. Oui, patron de France. Il était très riche ou pas, Jean-Luc Delarue? Non, honnêtement, non. C'est comparativement à d'autres, non, franchement, pas. Il était très généreux. C'est pas ouf, quoi. Non, mais, on va pas se mentir. Non, mais en fait, Jean-Luc a fait de très mauvaises affaires. Les restaurants, il a englouti près de 50 millions. Sa société était devenue une espèce d'énorme boîte où il y avait près de 600 collaborateurs qui étaient mis sous redressement judiciaire. Ils ont dû faire un plan, etc. Donc il a perdu encore beaucoup d'argent. Il a laissé, dans ton doc, tu parles de 22 millions, c'est ça? Oui. Il y avait un appartement sur les quais de Paris, il y a une maison à Belle-Île ou à l'île de Ré, je ne sais plus. Et il y a Réservoir Prod qui a été vendu au groupe Lagardère pour 10 millions d'euros, je crois, à l'époque. Donc c'est beaucoup d'argent, mais comparativement à ce qu'il a brassé, ce qu'il a généré, c'est beaucoup moins que beaucoup d'autres. D'accord. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non mais je veux dire, voilà, il n'avait pas de bateau, il n'avait pas de 4x4, il n'avait pas, voilà. Ta gueule. J'ai rien. J'ai tout vendu. Christophe, c'est vrai que c'était une vie incroyable, hein, Jean-Luc Delarue. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Delarue, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent, quoi? C'est Nagui, c'est voilà, aujourd'hui, c'est quoi? C'est vrai. Ah non, c'est plus. Ah non, c'est plus. Non, ça serait plus vous. Ouais, vraiment. Ah, mais moi, je bois que de l'eau. Quelques carambars des fois. Un petit oasis de temps en temps. Non, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit plein de fois aussi. Je vous jure que c'est vrai qu'ils m'ont dit, c'est vrai que tu nous fais penser à Jean-Luc Delarue. Ah bah oui. Mais c'est vrai que moi j'adorais Jean-Luc. Moi j'étais fan absolu. Mais c'est vrai que voilà, on n'a pas du tout le même fonctionnement. Moi c'est vrai que je suis naturellement agité en fait. Et c'est vrai que non mais c'est vrai. C'est-à-dire que la différence entre Jean-Luc Delarue et moi, c'est que Jean-Luc, il arrivait à l'antenne et il se transformait. Moi c'est vrai que je suis le même dans le couloir que sur le plateau. En fait. Jean-Luc n'était pas agité, hein, en fait. Non. Paradoxalement, il n'était pas agité, il était plutôt abruti et assommé par tout ce qu'il prenait en alcool. Et la vérité, c'est que Jean-Luc Delarue, avant même de commencer à faire de la télé, à être vraiment une star, il était déjà dans une addiction à l'alcool et aux médicaments. Donc en fait, cette énorme réussite qu'il a eue, comme tu l'as dit, n'a fait que amplifier une faille qui était déjà bien présente. Mais ce que je trouve assez étonnant, c'est que, et ça vous ne l'avez pas tellement dit dans aucun doc, mais ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il a été beaucoup protégé. Et que si on ne l'avait pas autant protégé pendant une époque, peut-être qu'il aurait pu, je sais pas, faire de la télé, être vraiment une star. Et ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il a été beaucoup protégé. Et que si on ne l'avait pas autant protégé, pendant une époque, peut-être qu'il aurait pu, je sais pas, faire de la télé, être vraiment une star. Et ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il a été beaucoup protégé. Et que si on ne l'avait pas autant protégé
arrêter ces conneries. sortir. Mais c'est Parce compliqué. qu'il y a, moi, il y a eu quelqu'un beaucoup, qui veut beaucoup, pas beaucoup de sombres affaires, voilà, qui ont été. Son entourage. Et son entourage n'était pas forcément le meilleur. Et voilà. Et Alors, il y a une scène dont tout le monde a parlé, c'est celle au Globe de Cristal. Hein. Ouais. On va la revoir et Bernard va nous donner les coulisses. Oui, de cette j'étais scène. là, Il était là, il connaît les coulisses. Bernard, il connaît les coulisses de tout. Hein. Vous savez, hein, non, mais Même c'est de son vrai. slip. Non, mais moins. Non, mais c'est vrai. Regarde. Ah, c'est l'année des femmes, hein. Yamina Benguigui, Yamina. 9-3, mémoire d'un territoire plongé à la fois humaine et historique. Votre globe de cristal, c'est un peu lourd, Yamina. Merci. Vous voulez que je vous tienne votre globe ou vos globes? Félicitations. T'aurais pu la faire. T'aurais pu la faire. Non, mais là, vous t'auriez pu la faire. Oui. Ouais, mais justement. Oui, mais c'est-à-dire voilà. que lui, Ça ça n'arrive passait sur moins. personne. Ça Voilà, n'arrive sur exactement, c'est personne. vrai. Voilà. Parce que moi, une vanne lourde, ça ne surprend personne. Moi, une vanne lourde, ça ne surprend personne. Et c'est vrai que c'est cette histoire. Et ça fait un c'est tollé de énorme. fou. Moi, j'adore Yamina, en plus, qui est une amie, c'est une amie à vous aussi, on l'adore. Oui. Ça l'a choqué, elle, ou pas du tout? Ben, sur le coup, on n'entendait pas ce qu'on disait. Elle n'a Ouais. pas entendu, elle n'a pas vu tout ce qu'il a dit. Ouais. Parce qu'il a dit je vais tenir vos globes, parce qu'elle a eu un autre prix, un autre globe de cristal pour un autre documentaire. Donc elle est arrivée sur scène, elle n'a pas réalisé, et il faisait le clown derrière. Et moi, j'étais à la table de France 3, à la table de Yamina d'ailleurs. Yamina qui revient à table et on dit, t'as entendu ce qu'il a dit sur toi? Et même le patron de France 3 de ce moment-là dit, je suis désolé, acceptez nos excuses. Et elle a dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, on n'entendait rien sur scène. En fait, il lui a dit, je vais vous tenir vos globes. Oui. Bon, voilà. Donc, pas- bon, Yamina, elle était un peu choquée. D'ailleurs, il lui a envoyé un énorme bouquet de fleurs. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soir-là, directement, le patron me dit, c'est même une directrice, elle me dit, Bernard, est-ce que vous êtes prêt à le remplacer immédiatement? Parce que là, on ne peut pas supporter tout ce que... Si ça continue comme ça, on ne peut pas supporter. En fait, il avait déconné toute la soirée, alors qu'il est resté élégant. À part ça, il est resté élégant, correct et drôle. Et c'est un mec brillant. Et là, il voulait vraiment le dégager en pleine cérémonie. C'est fou. Ah ouais. Et ils m'ont demandé de le remplacer, ce que j'ai refusé, bien sûr. Bien sûr, tu as raison, tu peux pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Non, mais ça, de toute façon, toi, t'es un petit peu. Non, mais c'est vrai, toi, t'es comme. Toi, t'es comme en équipe de France, tu es sur le banc, tu peux remplacer à tout moment. Entrée numéro 12, Bernard Montiel, sortie du numéro 14, Jean-Luc. Non, mais C'est vrai, je peux remplacer au Non, mais dernier c'est ça, moment. parce qu'il a tous les talents, il peut tout faire. Oui, c'est Il- vrai. hein, Mais j'ai pas voulu le faire. ce Oui. soir-là. Et d'ailleurs, après cette séquence, il a été interdit de direct. Il n'a plus jamais fait d'émission Ah oui, en c'est direct vrai. Ouais, c'est sur vrai. France Télévisions. Et franchement, on en a vrai. trop fait parce que c'était sur Oui. France 3. Bien Ça aurait sûr. été dans une émission de divertissement Tout à sur fait. France 2 ou TF1, ça serait passé nickel. Il y a une séquence de Jean-Luc Delarue qui re-regarde la séquence, qui dit franchement, j'ai pas abusé. Et je trouve qu'on en a trop fait sur cette séquence. Il dit ça va, c'est pas grave, ça oui. va. Alors la séquence très très forte qu'on voulait vous montrer, c'est cette séquence avec son papa. Son père qui juge cruel d'avoir été isolé de son fils. Regardez. Enfin, Qui était autour de Jean-Luc quand il est mort? Eh bien, toujours pas sa famille de sang. Donc, il y avait bien sûr la veuve et puis ses sœurs et puis frères. Voilà, donc la famille algérienne. On avait pris le contrôle de Jean-Luc. On avait éloigné tous ceux qui étaient proches de lui. Et par ailleurs, il y avait aussi des additions à son testament qui étaient présentes. Donc, on a fait ce qu'on fait régulièrement dans ce cas-là, c'est-à-dire pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, on isole la personne qui est en fin de vie. Ce qui est atroce, c'est d'avoir fait croire à Jean-Luc que sa famille ne voulait plus le voir. Empêcher sa mère, comme son père, de voir son garçon avant qu'il meure, c'est quand même essentiel. Et vraiment l'empêcher, c'est particulièrement cruel. Là, c'est Incroyable. faux, hein, c'est honteux parce que, en fait, Pourquoi il voulait plus voir son père du tout. Son père était extrêmement dur avec lui, extrêmement violent, extrêmement intéressé, extrêmement méchant. Ah oui, je suis vraiment désolé. Oui. Ah oui, oui, oui. Ça Là, je suis explique beaucoup de désolé, choses c'est sur son choquant d'entendre caractère. ça. Parce que c'est pas du tout. C'est lui qui a décidé justement de rompre avec sa famille parce qu'il en avait plein le dos. Et c'est pas du tout cette Anissa qui l'a détourné de qui que ce soit. Il était assez intelligent. Weshden Et, pardon. c'est Weshden. Mais non, c'est. Merci. Oui. Non, pas pour d'accord. compléter ce que dit le père, il dit que Jean-Luc Delarue était complètement sous influence quelques mois avant sa mort, qu'Anissa lui aurait demandé de se convertir à l'islam. Donc le père dit que Jean-Luc Delarue est mort en étant musulman. Elle aurait pris le contrôle de son téléphone, donc quelques jours, quelques semaines avant sa mort. Le père de Jean-Luc Delarue pensait échanger des SMS avec son fils, mais selon lui, en réalité, c'était Anissa ou la famille d'Anissa derrière le téléphone Weshden qui l'aurait empêché d'avoir des contacts avec lui. Donc lui, il dit que son fils était sous influence avant de mourir. C'est vrai, Le ou pas père se réfère à l'héritage, parce que ça a été très compliqué après. Mais c'est vrai que les relations interpersonnelles entre eux étaient hyper compliquées, hyper conflictuelles, presque violentes depuis des années. Ah oui. Et il y a eu un grand rôle du père. Et Jean-Luc Delarue se sentait lui-même, en quelque sorte, abandonné par ce père et non aidé par ce père. Bernard Montiel, est-ce que la télé peut faire péter les plombs? Ça dépend comment vous vivez, si vous voulez. Vous avez pété un plomb au moment?
Écoutez, sincèrement, jamais. Ça fait quand même 38 ans que je suis à la télévision. Bon, j'ai jamais été non plus dans des grandes émissions. Bah si, arrête. Il y a eu Vidéo Gag, La Famille en Or, t'as fait des primes de fou et tout. Les grands shows du samedi soir. Oui, Non, ça dépend comment vous vivez. C'est quand même... Vous savez, moi, l'intérêt, c'était vite de rentrer chez moi. C'était un moyen... Surtout ce qu'on disait d'ailleurs avec Benji, c'est qu'avant, j'ai eu des métiers beaucoup plus durs que ça. T'étais huissier. J'étais huissier de justice et c'était violent. Avant, t'étais call girl. Et à titre personnel, pardon. Call girl, là-bas. Qui vous, moi. Et donc... Mais en fait, j'avais des métiers beaucoup plus violents avant et qui à titre personnel, m'handicapaient et me pétaient la tête. Alors là, le fait d'arriver à la télé, c'est quand même de la distraction, de la lumière, on reçoit des artistes, etc. Là, ça me va, ça me correspond tout à fait. Mais il est vrai que d'avoir fait un métier aussi difficile avant comme huissier, ça m'a permis d'avoir les pieds sur terre et toujours maintenant. Ça vous intéresse pas, Si, bien sûr. Benjamin, toi, t'as le sentiment d'avoir pété les plombs, quoi. Non, moi je me suis suicidé par l'argent. Suicidé par l'argent? Oui, j'aurais pu. Tu t'es étouffé avec des billets je me suis étouffé par l'argent. Non, mais je me suis suicidé. J'aurais pu sombrer dans la cam, l'alcool, j'avais le choix. Et en fait, finalement, je pense que c'était le syndrome du bras trop court. Ah oui? C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand vous êtes bras trop court. Quand vous êtes dans une dynamique où vous voulez toujours prouver des choses aux autres, quand vous tendez le bras et que vous avez atteint quelque chose, vous regardez pas ce que vous avez atteint, mais vous regardez ce qu'il y a après. Ah ouais. Ce qu'on appelle le syndrome du bras trop court. Donc, et dans mon cas, c'était le bras et voilà. Mais après, moi, je me souviens très bien, j'étais capable après avoir fait un bon repas, d'aller tiens, je vais m'acheter une voiture. Gilles, toi qui as le syndrome de la couille trop molle. Je savais que ça allait plaire à Jean-Mi, ça. C'est tué grave, ça part comme ça. C'est vraiment terrible. Tout doit disparaître sans promo. Non mais... Guillaume, est-ce que ça te fait peur, tout ça? Bah oui, moi je pense que la notoriété, ça rend con, mais ça rend les autres cons aussi. Et moi, parce que toi, c'est vrai que t'as peut-être un peu le nouveau Jean-Luc Delarue, enfin plus petit, quoi. Non, mais c'est vrai, genre Jean-Luc de l'Impasse, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais je trouve que ça rend aussi les gens cons. Et moi, je suis toujours choqué de voir, par exemple, des gens qui sont prêts à tout pour s'approcher de personnes célèbres, de coucher avec des personnes célèbres. Il y a un restaurant à Paris. Toi, ça te dérange moins, ça? Non, mais moi, ça me choque. Il y a un resto à Paris, par exemple, où tous les soirs, il y a des footballeurs, des chanteurs, des rappeurs, etc. Vous avez des nanas qui adore ce resto. Non, mais voilà, moi, ça me choque de voir ça, des gens qui sont prêts à souvent. C'est ça. Pour coucher avec ces gens-là, et je trouve que ça peut rendre fou et ça rend les autres cons aussi. Donc oui, ça change les rapports avec les autres. Et j'ai une anecdote sur un film. Je travaillais avec John Cusack sur un film. John Cusack. John Cusack. Cousin de Jean-Luc Delarue. Cusack. Non mais c'est vrai. Oui. John Cusack. Il ne demandait pas mieux que de s'intégrer au reste du casting, etc. Mais il y avait constamment tous ces agents, son publiciste, etc. qui le tenaient à l'écart, qui le faisaient avoir une chaise spéciale. Un truc spécial, une tente spéciale. Mais croyez que c'est moi? Avec vous aussi. Pourquoi je vous parle pas? Voilà, non mais Gilles, regardez pas. C'est l'entourage qui est plus royaliste que le roi, en fait. Souvent, on pose la question de savoir si c'est la personne qui change, mais en fait, c'est tout ce qui se passe autour, y compris la façon dont on s'adresse à la personne. Est-ce que vous avez changé, vous? Je crois pas. Est-ce que vous trouvez que moi, vous me connaissez plus longtemps, est-ce que vous trouvez que j'ai changé? Non, vous êtes toujours aussi taré. Non, franchement. Franchement, c'est juste que vous êtes encore plus taré. Mais c'est comme Obélix, il est tombé dans la marmite. Oui, voilà. En fait, vous avez une chance, c'est que d'abord, vous êtes très entouré, parce que vous avez une famille, un papa, une maman qui sont proches de vous et qui sont importants pour vous. Vos enfants vous tirent aussi vers la vraie vie. Et c'est ça qui fait que aussi, voilà. Et puis, deux, trois copains qui vous disent des trucs. Mais il faut toujours... Et vous faites quelque chose d'extrêmement intelligent. Vous avez gardé vos copains d'enfance. Et souvent, parfois, les copains d'enfance, ils disparaissent. Et c'est les copains d'enfance qui osent dire, parce qu'ils connaissent pas le truc. Moi, le problème, c'est qu'ils habitent à la maison. Qui disent les choses et qui te disent, là, tu déconnes. Mais sinon, ce qui arrive au dernier moment... Il faut avoir des garde-fous. Il faut avoir des gens qui disent... Des garde-fous, bien sûr. Des garde-fous, quoi. Oui, Delphine. Mais oui, depuis avant, en fait, on fait des parallèles entre votre succès et celui de Jean-Luc Delarue et avec tout ça. Mais ce qui est fou, c'est que vous êtes sain, en fait. Vous êtes sain et vous êtes vraiment comme ça. Mais tout le monde se fait des fantasmes sur vous. La France entière se dit, c'est pas possible. Combien de fois on entend ça? Non, mais Cyril Hanouna, machin. Et en fait, non.
vous êtes sain. Vous buvez juste du coca, peut-être, bon, c'est ça. Non, de l'oasis. Mais mis à part ça, et je trouve ça fantastique. Donc bravo, parce que vous êtes un génie sans substance. Et Christophe, qui me connaît bien, c'est un pote, je l'adore, Christophe. C'est vrai que, franchement... Est-ce que vous êtes agité? Oui, c'est ça, je suis agité. C'est naturel. Le même depuis 20 ans, quoi. C'est vrai, ma mère est agitée, mon père est agité. Écoutez, tu voulais que je fasse? Voilà, c'est tout. Ils sont agités. Mes enfants sont agités. Et la famille est agitée, c'est tout. Voilà. Oui. Vous restez 6 heures sur un plateau sans jamais aller aux toilettes. Ce qui n'est pas le cas de d'autres animateurs, par exemple. Ouais, c'est vrai que je fais pas pipi jamais, sachez-le. Oui. Non, moi, je viens d'arriver, il faut quand même dire que la télé rend un peu fou les gens. D'ailleurs, les gens qui nous regardent là doivent se dire, ils sont culottés de traiter ce sujet sur ce plateau-là, où vous êtes quand même tous fous. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Hier, j'ai regardé l'émission hier, et à un moment, tu pouvais quand même voir un avocat spécialisé en vaccins et en placement de produits s'embrouiller avec un néo-sénégalais jeune marié de 58 ans. Il y a un problème, je veux dire, ça va pas. En plus, on en parlait la dernière fois avec Valérie et on se disait, en fait, le syndrome, c'est est-ce que tous, ils étaient fous et toi, t'as rassemblé des fous? Ou est-ce qu'ils étaient normaux et moi, dans 6 mois, je vais me réveiller en mode « c'est un extraterrestre qui sont là ». C'est ça, en fait, la question. Je pense que tu vas te réveiller, même pas dans 6 mois, dans 3 mois. Je te laisse pas 6 mois, je te le dire.